Voilà, Camille, normalement, je t'ai mis animateur. Essaye de partager. Il faudra juste que tu mettes ta vidéo et bien partager. Voilà. Donc, bonjour à tous, ça va? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Bon, votre premier cours en visio, en direct, on va dire. Donc, le principe de ces visios, c'est a priori chaque fois de vous faire un petit résumé sur ce que vous avez déjà travaillé. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et surtout, c'est ces cours qui sont enregistrés, donc que vous pouvez réécouter effectivement dans un deuxième temps dans la semaine, que ça soit pour vous une base. Donc, la semaine prochaine, vous aurez électronégativité et pelvien. Donc, j'estime qu'à la fin de cette semaine, thoracique, ça sera un cours, même si on le reverra, un cours que vous aurez eu au moins 3 fois. OK? C'est bon, Camille? C'est à Allez, toi, je te parfait pour laisse. moi. Juste s'il y a des gens en salle d'attente, tu vois dans le nombre de participants, tu les acceptes. Allez, ça va, nickel. Allez, super, bon courage. Bon. Merci. Bon, du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Camille Rieu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en deuxième année de médecine. Donc, je vais vous faire le cours sur le membre thoracique. Donc, si vous avez des questions, alors normalement, vous l'avez tous vu, ce cours. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Répondez-moi par micro, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Allez, parfait. Donc, normalement, vous avez déjà tous vu ce cours. Donc, si vous avez déjà des petites questions ou quoi, vous pouvez les noter. Ou sinon, si on est en train d'en parler, me poser directement la question comme vous préférez. Donc, c'est quand même un cours qui est assez simple. J'espère que vous avez pu bien le visualiser, puisque c'est quand même la clé en anatomie. Donc, on va commencer. Ça va être quand même assez rapide, vu que c'est quand même un cours très simple. Et vous m'arrêtez quand vous avez des questions. C'est bon pour vous? Oui. Allez, parfait. Bon, on commence. Donc, le membre, enfin plutôt l'appareil locomoteur ici, bon, vous l'avez déjà vu aussi normalement, il me semble, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement. Donc, il y a la colonne vertébrale, donc ce qui représente les rachis, et il est aussi composé des os thoraciques et des os de la tête. Mais nous, on va vraiment s'intéresser ici, par exemple, pour rappeler au squelette appendiculaire qui regroupe les os de la ceinture scapulaire. Et notamment, on a pu le voir, vous les avez pu le voir dans le cours sur le membre thoracique. Vous savez, qui saurait me dire ce que c'est, par exemple? Personne veut se lancer? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, moi j'entends. Bon, c'est pas grave si vous connaissez, c'est pas grave si vous savez pas encore, vous inquiétez pas. Du coup, là, les os de la ceinture scapulaire, c'est la clavicule et la scapula. Ok? Attendez, juste je fais un petit point sur les participants parce que j'ai vu que j'avais reçu une autre chiffre. Normalement, ils sont là, c'est bon, parfait. Après, il y a les os du membre supérieur, donc ça fait aussi partie du cours sur sur le membre thoracique que l'on va voir et que vous avez déjà vu. Ça va être du coup tout ce qui forme le bras et l'avant-bras et la main. Il y a aussi donc dans le squelette appendiculaire la ceinture pelvienne et le membre supérieur. Et c'est les ceintures, donc la ceinture scapulaire qu'on va voir, elle se rattache notamment au niveau du squelette axial que je viens d'énumérer, notamment au niveau des rachis et du thorax. Ouh là là, pardon, pardon, je suis allée trop vite. Attendez, parce que je n'arrive pas à changer de façon lente. Mais punaise, comment je vais faire? Attendez, attendez, hein. Hop, si je fais comme ça. Attendez, parce que je n'arrive plus à faire fonctionner le... Est-ce que... Bon, on est d'accord que mon écran, il n'a pas bougé?
Oui. Mais purée, attendez. Quand même, c'est pas possible ça. Alors, attendez, parce que du coup, ça va être la galère, mais je sais pas pourquoi mon ordi bug. Donc, je vais prendre aussi sur mon téléphone, comme ça, je peux suivre si je mets bien les bonnes images, ok? Je suis désolée, ça va être un peu relou pour vous à suivre peut-être. Attendez, hein, WhatsApp. Oh, bon, on est sur la bonne image. Donc, pardon, qui est donc formée des deux os, comme je l'ai dit. La clavicule qui est donc en avant, et vous pouvez donc d'ailleurs la palper, la toucher. Et il y a la scapula en arrière, la scapula qui donc représente plus communément ce qu'on appelle l'omoplate. Donc ce schéma, vous l'avez tous vu. Est-ce que vous avez des difficultés particulières à visualiser ou pas? Non. Bon, ça va. Donc juste pour être assez rapide, le bras, alors de façon commune, on dit que le bras, c'est tout le membre supérieur, mais en anatomie, il faut être beaucoup plus précis. Donc le bras, c'est vraiment que l'humérus. Et l'avant-bras, il est vraiment formé de l'ulna et du radius. Et la main, c'est ce qu'on appelle la carpe. Et il faudra faire attention comme piège, notamment, il y a souvent le mot tarse qui évoque le pied. Et on sait aussi, notamment, enfin là, je viens d'évoquer le membre du coup inférieur, on sait que le membre inférieur est beaucoup plus lourd que le membre thoracique, ce qui est plutôt logique, je pense, pour vous. Donc, vous avez tous réussi à la visualiser. Est-ce que ça va, notamment au niveau de l'orientation de la direction qui est oblique en haut, en arrière et en dehors? Oui. Ça va. Si vous avez du mal à visualiser, vraiment en anatomie, enfin la clavicule surtout, vous pouvez vraiment la toucher. Genre, ça peut paraître bête, peut-être pour vous, mais vraiment, dès que vous avez des os que vous pouvez toucher, ben, ça vous permet vraiment de vous rendre compte de la réalité. Ou s'il y en a certains peut-être qui ont les squelettes vraiment d'anatomie. Ou sinon, il y a aussi les applications 3D comme Atlas 3D qui est bien pour visualiser. Bon, pour être bref, la clavicule, il y en a une de chaque côté. Donc, une à droite, une à gauche. On dit qu'elle est bilatérale. Elle est du coup en de position allongée et elle est au niveau de la partie antéro-supérieure du squelette thoracique. Et comme on peut voir sur l'image, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Ah, parfait. Où je monte, là, c'est au niveau, on est donc au niveau du manubrium sternal. C'est donc la clavicule, l'endroit où la clavicule s'articule avec le sternum. On voit donc que c'est en dedans. Et au niveau de l'extérieur, si on peut dire, au niveau de la partie latérale, pardon, la clavicule va s'articuler avec la scapula, qui va donc aller en dehors. L'orientation va donc être en dehors. Et enfin, on sait d'ailleurs que lors des chutes en avant, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont déjà cassées la clavicule, c'est quelque chose de très très fréquent, notamment contrairement à la scapula, où c'est beaucoup plus rare. Oh mon Dieu. Donc la clavicule, elle est en forme de S. On le voit bien là sur l'image que ça fait vraiment un S. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment visualisable. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la partie acromiale qui est au niveau d'ici. Et on sait qu'elle s'articule avec l'acromion puisqu'elle repose directement sur l'acromion. Donc, on va le voir dans un autre schéma, l'acromion. Ça sera peut-être un peu plus simple pour vous de le visualiser. Et donc, dans la partie sternale, comme je l'ai dit, où ça s'articule avec le sternum grâce à une surface articulaire. Est-ce que vous avez qui est la différence entre convexe et concave?
Je prends ça pour un oui, je prends ça pour un non. 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 Bon, je vais faire un petit rappel quand même, peut-être pour ceux qui osent pas. Convexe, on va dire. Enfin, moi, j'avais du mal aussi et je me disais toujours que c'était l'endroit où c'était arrondi. Alors, c'est peut-être pas simple pour ceux qui ont déjà compris. Peut-être que ça vous dit qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Mais ceux qui n'ont pas compris, moi, je prenais ma main, en fait, et je faisais comme un arc. Et l'endroit où c'était vraiment un arc de cercle, où l'ouverture du cercle, si vous voulez, elle était vers le bas, par exemple, je savais que c'était concave. Alors que l'endroit où c'était, moi, je disais que c'était bombé comme une bosse, c'était l'endroit où c'était convexe. Et notamment, si je vous dis, par exemple, que c'est convexe en avant et concave en arrière, c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris Oui. ça? Parce que ça, c'est un piège très simple aussi et qui peut tomber. Tout le monde a compris sur ça? Non, juste concave. De quoi? J'ai pas trop compris concave. Concave, en gros, c'est le moment, enfin, c'est l'endroit où il y a un creux, si je peux dire. Et comment vous avez fait avec votre exemple? Vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Regarde, ici, c'est comme si c'était ta main. Moi, je l'avais retenu comme ça. Je vous donne ma technique. C'est comme si c'était ta main. Là où il y a la flèche, où c'est donc bombé, moi je me disais, ça veut dire que c'est convexe. Et l'endroit ici où je bouge ma souris, ou comme en bas, où ça fait vraiment un creux finalement, ça veut dire que c'est concave. Est-ce que ça vous aide à comprendre ou pas? Mais du coup, pourquoi enfin, il y a écrit que la courbure latérale, elle est concave, Ouais, puisque enfin, sur votre, enfin, comment on appelle ça, enfin, votre représentation avec les bosses, il y a écrit, enfin, c'est pas pareil, ouais. c'est une forme de convexe, enfin, c'est comme si c'était une courbure convexe, quoi. Ben non, parce que convexe, c'est comme si c'était bombé. En fait, c'est en fonction de la direction. Quand tu es au niveau du creux qui descend, par exemple, ou qui monte, ici, euh, par exemple, là, pour la courbure latérale, ça monte. Mais ici, où je bouge ma souris, c'est concave aussi. Ah oui, ok, d'accord. Vous avez compris? Et est-ce que vous comprenez quand je vous dis que quand quelque chose, peu importe, il n'y en a pas forcément dans la clavicule, peu importe en anatomie de l'os dont lequel vous parlez, si je vous dis que convexe en avant, c'est la même chose que concave en arrière. Oui, bah, ça dépend juste de la vue du corps. Voilà, parfait. C'est comme les orientations obliques en haut, en bas, enfin en haut et par exemple en dedans. Si je vous dis c'est oblique en bas et en dehors, ben, c'est exactement la même chose parce que ça dépend d'où on regarde. Bon, du coup, pas de difficulté sur ça, parce que c'est quand même un truc qui est primordial à comprendre en anatomie. Non, c'est bon. Allez, parfait. Donc, la clavicule, ce schéma, vous l'avez déjà vu. Je suppose que vous n'avez pas trop de difficultés dessus, donc je ne vais pas y revenir, puisqu'on en a parlé avant de tout ce qui est extrémité sternale, acromiale et tout. Enfin, en plus, ce qu'on peut noter, ouais, c'est que la surface, enfin la face supérieure, elle est lisse, alors que la face inférieure, elle va être, on dit, pardon, on dit qu'elle est rugueuse. Tout simplement parce qu'il y a, j'arrive pas à mettre l'autre face. Voilà, elle est irrégulière puisqu'il y a notamment le muscle subclavier qui va venir s'y insérer, notamment en 6. Vous voyez bien sur le schéma qu'il y a la gouttière du muscle subclavier où donc le muscle subclavier va venir s'insérer. Et à ce niveau-là, notamment, il y aura des rapports avec les vaisseaux subclaviés et le plexus brachial. Et aussi, on voit qu'au niveau de la face inférieure, notamment en 8, il y a la ligne trapézoïde et qui est donc orientée en avant par rapport au tubercule conoïde qui est orienté en arrière. Pas de difficulté là-dessus non plus. Ça, j'ai pas trop compris.
les orientations par rapport à la ligne trapézoïde. Ouais. C'est quoi que t'as pas exactement compris? J'ai pas compris. J'ai pas trop compris ce que c'est le muscle, le subclavier. Le muscle subclavier, c'est un muscle qui va venir se fixer au niveau ici, regarde, ma souris. Tout simplement. Ok, ça va. Voilà, Ah, ok, j'ai compris. parfait. Sinon, vraiment, vous m'arrêtez. Si vous comprenez pas ou que je vais trop vite ou quoi, vous me dites, hein. Donc maintenant, on passe à la scapula. Donc la scapula, c'est un os qui est plat. Vous le verrez en deuxième année, puisque vous allez tous réussir. Et je viens d'avoir le TP d'anatomie. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très très plat. C'est très très fin. C'est vraiment un muscle où, ben, d'ailleurs, si vous touchez votre épaule ou que vous la touchez à quelqu'un d'autre, vous sentez que c'est très plat, que enfin, il n'y a pas vraiment de partie bombée ou quoi, part notamment au niveau de l'acromion, que je vous évoquais tout à l'heure, et on le voit bien ici. Et donc, la scapula, c'est-à-dire l'omoplate, c'est un os aussi qui est bilatéral, puisqu'il y en a une à droite et une à gauche. Et on voit qu'il a une forme qui est plutôt triangulaire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez facile à visualiser aussi comme os. Et de façon instinctive, vous savez aussi qu'elle est au niveau de la partie postéro-supérieure du squelette thoracique et elle est localisée au niveau de K2 à K8. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que signifie K2 ou K8, ça veut dire côte numéro 2 à côte numéro 8. OK? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fracture qui est plutôt rare du fait en fait qu'il y ait beaucoup de muscles qui vont venir la protéger finalement. Donc voilà. Pas de questions? Non. Non. Parfait. Alors, on voit que, enfin, est-ce que, enfin là sur le schéma, c'est quand même assez compliqué à visualiser, mais si vous avez pu voir sur un logiciel, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est logiciel 3D d'anatomie, moi je prenais Atlas 3D parce qu'il était gratuit et vous pouvez mettre sur iPad ou sur ordi. Vous pouvez vous rendre compte que la scapula, elle est concave en avant et c'est notamment ce qui permet qu'il y ait la fosse subscapulaire où il va y avoir le muscle subscapulaire aussi qui va venir s'y insérer au niveau des crêtes. Les crêtes, c'est les traits finalement que vous voyez ici. Quand vous allez voir l'os en vrai, ça fait vraiment des parties en fait un peu plus épaisses sur l'os. Et on compte pour la scapula trois bords. Donc le bord médial, euh, qui est donc enfin c'est le bord qui est finalement en dedans. Là, vous ne vous référez pas à ce qui est écrit angle ouvert en dehors. Là, je parle pas de ça. Donc, le bord médial, c'est vraiment ce qui est en dedans du corps, finalement. Et donc, à ce niveau-là, on voit qu'il y a un angle qui va être ouvert en dehors. Là, c'est assez compliqué à visualiser aussi, mais vous le voyez bien sur les schémas 3D. Et il y a aussi le bord latéral qui est épais, notamment au niveau du pilier de la scapula, notamment au niveau du pied de la scapula qui est ici. Donc, c'est aussi une partie qui est beaucoup plus épaisse. Et ça se finit par le tubercule infraglénoïdal, ici, puisqu'ici, il y a la clavité glénoïdale. Et c'est aussi une partie où il y a une surface articulaire, pardon. Au niveau du bord supérieur, on voit distinctement ici comme un petit renfoncement dans l'os. C'est l'incisure scapulaire où il passe notamment les nerfs. Et il y a aussi trois angles, donc le inférieur, le supérieur et le latéral. Latéral que j'ai évoqué juste avant, du coup, avec sur la cavité glénoïde, pardon. Alors là, vous avez peut-être du mal à visualiser l'orientation de la cavité glénoïdale qui est en haut, en dehors et en avant. Est-ce que vous y arrivez ou pas à visualiser? Sinon, j'essaie de vous trouver un autre schéma. Je sais pas si je dois prendre ça pour un oui ou pour un non, si tout va bien ou pas. Non, ça va.
Bon, Oui, tout va alors bien. je passe. Voilà, ici, en soi, quelque chose d'important aussi, c'est en 15 ici, on voit bien le processus coracoïde. Et en fait, il est vraiment au-dessus de la tête humérale, puisque la tête humérale elle va venir s'insérer ici, au niveau de la cavité glénoïdale. Voilà. Pour la partie postérieure, pardon, on voit qu'ici, à ce niveau-là, il y a l'épine scapulaire qui donc délimite ici en fosse supra-épineuse. Pardon, c'est l'épine scapulaire, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ici, en supérieur, dans le un quart supérieur. Tout ce qui est un quart, un tiers, tout ça, il faut le savoir à chaque fois. C'est des pièges aussi qui sont très, très récurrents. Donc, en supérieur, c'est la fosse supra-épineuse. Et en inférieur, qui est représentée donc par les trois quarts inférieurs, c'est la fosse infra-épineuse. Voilà. Quelque chose aussi d'important, c'est que l'acromion ne s'articule pas avec l'humérus. Pas juste, il va venir reposer finalement. L'humérus, pardon, il s'articule vraiment avec la cavité glénoïdale. Donc maintenant, on passe à l'humérus. Vous n'avez pas de questions pour ni la clavicule ni la scapula? Non. Parfait. Donc l'humérus, c'est l'unique os du bras. C'est un os qui est dit comme long et qui est donc bilatéral lui aussi, puisqu'il y en a un à droite et un à gauche. Les éléments importants, il va y avoir sur la face antérolatérale, donc ici, un V ouvert au niveau, ce qui représente donc la tubérosité deltoïdienne. Et dans la surface antéromédiale, où il y a ma souris aussi, on voit ici le trou nourricier et on voit le sillon intertuberculaire, puisque euh, ici, on va voir ce qui va venir finalement s'articuler avec. Alors attendez, il faut jamais quelqu'un. Voilà. Qui va venir s'articuler avec. Qui va former l'articulation pardon, du coude. Et ça va venir s'articuler avec l'olécrane. Si je dis pas de bêtises, j'ai un doute là. Faudrait que je vérifie. Bon, on va oublier ce que j'ai dit là pour l'instant. Mais en gros, c'est ce qui va former l'articulation, surtout au niveau d'ici. Puisque l'olécrane, en fait, c'est ici. Et ici, c'est la fosse coronoïdienne, pardon. Voilà, ça m'est revenu, tout va bien. Donc voilà, et après aussi dans la partie, dans le rapport postérieur finalement de l'humérus, il y a le sillon du nerf radial, voilà, qui est oblique en bas et en dehors. Voilà. Normalement, là, on a vu le plus important de l'humérus. Oh, voilà. Alors, ce qui est très important, notamment dans l'humérus, c'est donc l'articulation finalement, donc la tête humérale, qui représente un tiers de sphère de rayon de 3 cm. Si on vous marque 30 millimètres, c'est vrai, bien évidemment. Et donc, la tête humérale, elle regarde en haut, en haut, en arrière et en dedans. Perdez-vous aussi si vous avez du mal à visualiser sur les logiciels 3D, vous allez vraiment tout voir en fait. Et on voit aussi qu'il y a un angle d'inclinaison entre donc le corps et la tête humérale qui fait environ 130 degrés. Dans les parties non articulaires, on va avoir le tubercule majeur, ici, qui est donc, comme vous pouvez le voir, en dehors de la tête. Et on va avoir le tubercule mineur, ici, qui est donc euh, en dedans. Et ici, on va avoir le sillon intertuberculaire qui permet l'insertion du chef-long du muscle du biceps brachial. Voilà, c'est un muscle très important du bras. Voilà. Là, c'est les choses les plus importantes à retenir. Je réfléchis s'il y a quelque chose d'important aussi, mais il y a aussi ouais, on parle aussi du
chirurgical à ce niveau-là, qui est donc à l'union entre l'épiphyse proximale, donc l'épiphyse, ça va être cette partie-là, proximale, puisque à chaque extrémité d'un os long, il y a une épiphyse. Donc ici, c'est proximal. Et donc à partir d'ici, c'est la diaphyse. Voilà, col chirurgical. Et on sait que c'est fracturé souvent chez les personnes âgées. Pour continuer sur l'humérus, donc comme je vous ai dit, en dedans, il y a la trochlée qui va venir s'articuler avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Donc l'ulna, qui est un os qui fait partie de l'avant-bras. C'est donc celui qui est orienté en dedans dans l'avant-bras. Donc en avant, il y a la fosse coronoïdienne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là, c'est important de bouger son bras pour comprendre. C'est la fosse coronoïdienne, elle va recevoir le processus coronoïde, notamment au niveau de la flexion. C'est-à-dire quand vous rapprochez votre bras, votre avant-bras au niveau du bras, alors qu'en arrière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure aussi, on voit la fosse olécrânienne qui donc celle-là, au final, elle va recevoir le bec de l'olécrâne quand quand on réalise l'extension du coude. Donc c'est-à-dire vraiment quand on tend le bras, vous pouvez le sentir d'ailleurs bouger, vous pouvez sentir l'articulation pour mieux comprendre. Voilà. Et en dehors aussi, alors là, il y a une erreur. C'est pas le titulum, pardon. C'est le capitalum. Attendez, oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai un mémo technique parce que vous avez pu le voir avec la main. Il y a vraiment une lettre de différence. Euh, alors, personne ne me juge sur mon moyen mémotechnique. Ok, je vais vous sauver. Pour retenir, moi, que capitutum, c'était au niveau de la main et non pas au niveau justement de l'humérus, je me disais que ça voulait dire main ou tété. Pourquoi main ou tété? Main parce que les deux T, capitatum, tété, c'était au niveau de la main. Voilà, j'espère que ça vous servira et que vous vous moquez pas de moi. Mais voilà, c'est des moyens mnémotechniques, vraiment, c'est la clé aussi, hein. Si vous retenez comme ça, ça fait un an que je ne l'ai pas utilisé et pourtant je m'en souviens encore sans avoir besoin de le lire, quoi. Donc voilà, donc le capitalum, c'est une cellule demi-sphérique qui va venir s'articuler avec la fovea radiale. Voilà. Après, il y a des parties qui sont non articulaires. Il y a l'épicondyle médial qui reçoit le sillon du nerf ulnaire postérieur et l'épicondyle médial qui est moins saillant. Vous pouvez le sentir. Attendez, j'aimerais bien vous montrer sur un schéma. Attends, j'en suis où le radius? C'est ça. Voilà. L'épicondyle latéral qui est ici et l'épicondyle médial qui est ici. On le voit bien que le médial, du coup, est beaucoup plus saillant que le latéral. Et là, on voit bien aussi notamment l'humérus avec le radius, et notamment en extension, donc avec l'olécrâne ici. Et ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en flexion avec l'incisure trochléaire, puisque ça va recevoir la trochlée. Le radius. Oh, attendez, ça me fatigue ça. Bon, on va s'arrêter là. Là, le radius, du coup, c'est euh, un os qui fait partie de l'avant-bras. C'est celui qui est donc en position anatomique. Vous avez pu le voir dans le cours sur l'appareil locomoteur. Vous savez que c'est les mains qui sont orientées, qui sont ouvertes, si on veut, vers l'avant. Et donc, on voit que le radius, il est en dehors. Donc, un os long aussi, et qui fait partie, qui comporte aussi une épiphyse proximale, ici, une épiphyse distale ici et une diaphyse. Et il est important notamment
dans les mouvements de pronation et de supination. Alors, pronation, c'est vraiment quand vous allez prendre quelque chose, vous pouvez sentir vraiment votre radius qui va venir recouvrir finalement l'ulna. Je ne sais pas si quand vous essayez, vous le ressentez, si vous touchez normalement. Et alors que dans les moments de pronation, ils sont vraiment parallèles les deux os, le radius et l'ulna. Euh, voilà. Après, dans ce qui est important ici, c'est notamment au niveau de la tête, où on voit vraiment que la face supérieure, elle est, euh, elle est arrondie de par la fovea radiale et elle s'articule avec le capitulum, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'humérus. Et il y a aussi une circonférence articulaire qui va venir s'articuler avec l'ulna. Voilà. Le col ici est représenté en 13 pour que vous puissiez visualiser. Et on voit bien ici qu'il est oblique en bas et en dedans. Et on voit aussi la tubérosité du radius ici, qui est donc une CI pardon, antéromédiale et où ça va être le muscle du biceps brachial qui va venir s'y insérer. Voilà. Après, il y a aussi le sommet de la courbure supinatrice qui est concave en dehors. Là, c'est un peu compliqué à visualiser. J'aurais bien aimé vous montrer sur un schéma, mais mon ordi bug, donc je peux pas. J'essaie de vous envoyer une photo dans le groupe. Voilà. Pas de questions, toujours? Non. Parfait. Donc, pour continuer sur le radius, on voit que l'épiphyse distale, elle se prolonge en bas euh, et en dehors par le processus styloïde, qui est ici du coup. La face postérieure, elle présente deux sillons verticaux où ça va laisser passer les tendons extenseurs du doigt. Ce qui est important aussi, c'est la face médiale qui est triangulaire et on voit notamment à la partie inférieure qu'elle est articulaire grâce à l'incisure lunaire, donc qui va venir s'articuler avec l'ulna et plus précisément la tête de l'ulna, ici. Sur la face latérale, donc c'est-à-dire en dehors, il y a le processus styloïde qui descend plus bas que celui de l'ulna. Alors ils disent 1 cm à peu près. Réussissez à le palper au niveau de ce qu'on appelle du coup la main à peu près. Et il y a la ligne bistyloïdienne qui est orientée, qui est oblique en bas et en dehors. La ligne bistyloïdienne, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas exactement ce que c'était. C'est ça. Donc on voit bien orienté en bas et en dehors. Et au niveau de la face inférieure, ce qui est plutôt logique, le radius va s'articuler avec la main, c'est-à-dire la carpe en langage anatomique, et plus précisément avec le scaphoïde qui est ici et avec le lunatum qui est ici. Pardon, ici et ici. Puisque ça, c'est le radius. Non, si. Ça, c'est le radius et ça, c'est le luna, puisque ça, c'est comme si c'était la main gauche. Ça, ça je l'ai dit à l'oral, c'est bon. Ça me fatigue, je suis désolée que ça bug autant. Voilà, schéma, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus qui est assez important? Bon, processus styloïde, vous voyez bien là. Euh, le bord interosseux, qui est ici exactement, ici plutôt, parce que l'autre, c'est la tubérosité du radius qui est ici. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui est à côté finalement, ce qui est vraiment, du coup, c'est le radius, ça va être un bord qui va être plutôt médial, du coup, puisqu'il va venir au contact de l'ulna. C'est pour ça qu'on l'appelle bord interosseux, puisqu'il est au niveau de deux os. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on a tout dit hein, de ce qui était important. Je vérifie juste. Non, c'est bon. Donc, on passe à l'ulna, qui est donc le dernier os de l'avant-bras. C'est donc lui aussi
un os bilatéral. Il y en a un à droite et un à gauche. Donc, on voit qu'il dépasse le radius par le haut, notamment grâce à l'olécrane qui est ici. Et voilà. On voit, là, je vous montre du coup le bord interosseux dont on parlait tout à l'heure au niveau du radius. Ben, il y en a aussi en présent donc, au niveau de l'ulna, ici. Et, euh, et voilà. Et là aussi, on voit bien le mouvement dont je vous ai parlé. Ça, c'est un mouvement de supination, donc on voit bien que c'est parallèle. Et ici, c'est un mouvement de pronation. On voit bien que le radius, il va venir recouvrir le ulna. Donc, l'UNA, il est constitué de deux processus, notamment l'incisure trochléaire, qui est ici, donc il va venir recevoir la trochlée, l'olécrane, ici, qui est vraiment au niveau, qui est vraiment postérieur. C'est ce qui va venir rejoindre la fosse olécranienne de l'humérus lors des mouvements de flexion du coude. Donc, cette face, notamment, elle est sous-cutanée, donc vous pouvez la toucher. Et donc, dans la partie antérieure de l'olécrane, il y a l'incisure trochléaire, comme je viens de le dire, et ce qui est vraiment dans la partie supérieure, c'est vraiment ce qu'on appelle le bec de l'olécrane. Puis le processus coronoïde, il est antérieur et horizontal. Dans la partie supérieure, il forme l'incisure trochléaire et c'est ici en fait le processus coronoïde, hein, pardon. Ici, on a donc l'incisure trochléaire. Et dans la face antérieure, elle va porter la tubérosité ulnaire et donc le muscle brachial. Et dans la face latérale, il y a donc l'incisure radiale, au niveau ici à peu près, qui va venir, enfin elle est ici clairement, au niveau qui va venir donc s'articuler, venir en lien, pas vraiment s'articuler, mais elle va donc être en lien avec le radius. Voilà, donc ce qui est important ici dans ce schéma, c'est vraiment l'incisure trochléaire qui est donc ici, avec donc la face antérieure qui fait partie de l'olécrane, euh, la face supérieure qui est coronoïde, et ça s'adapte réellement à la trochlée de l'humérus. Après, dans l'ulna, il y a deux CI qui sont importantes, notamment au niveau de l'épiphyse distale. Il va y avoir la tête de l'ulna qui va porter un cartilage hyalin, puisque ça va s'articuler avec l'incisure ulnaire du radius. Et il y a le processus styloïde qui va être en dedans de la tête. J'aurais bien aimé vous montrer, alors attendez, voilà, hop. Donc le processus styloïde qui est ici. Donc là, on est sur l'ulna. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La tubérosité ulnaire, elle est là. Voilà, comme ça, vous pouvez bien visualiser. Toujours pas de questions, on peut passer à la main? Oui. Ok. Donc la main, c'est-à-dire la carpe, c'est un massif osseux qui est concave en avant. Donc là, quand on vous dit ça, c'est toujours, toujours, toujours en position anatomique. Si on vous précise, par exemple, que je sais pas, le sujet est allongé, donc ça va être concave vers le haut. Mais parce que ça sera précisé, normalement, quand c'est comme ça, c'est toujours en position anatomique. Et donc la carpe, elle est constituée en tout de 8 os. 8 os vont fermer donc la main avec deux rangées. La rangée proximale, qui est donc formée du scaphoïde, du lunatum, du trichitum et du pisiforme. Et dans la rangée distale, on va avoir le trapèze, le trapézoïde. Là, il y a une faute aussi dans le schéma, quand vous l'aurez, parce que vous allez avoir ce schéma, c'est capitatum. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec mon moyen mémotechnique pour retenir que c'est bien la main, les deux T. Voilà. Et ici, on a, alors c'est écrit amatum, ou plus communément, on l'appellera l'os crochu après. Mais il faut retenir évidemment les deux noms. Et après, dans la main, dans la carpe, il y a donc cette partie qui est la carpe. Cette partie ici,
qui est la métacarpe. Et ici, il y a les phalanges. Alors, tous les doigts ont trois phalanges. Donc, il va y avoir la phalange proximale, la phalange intermédiaire et la phalange distale, sauf au niveau du pouce où il n'y aura que deux phalanges. Pour la métacarpe, c'est ce qui représente la paume de la main. Les métacarpiens sont donc notés de 1 à 5 de dehors en dedans. Donc, le premier, c'est le pouce. Et ils vont s'articuler avec la deuxième rangée de la carte, c'est-à-dire la rangée qui est donc distale, et donc aussi avec les premières phalanges qui sont ici. Ce sont des os qui sont sésamoïdes, enfin, c'est des osselets qui sont présents au niveau des articulations métacarpophalanghiennes, donc à ce niveau-là. Et le pouce, il en a un qui est latéral et un médial constant, et tout ce qui est index et auriculaire, ils seront inconstants. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire attention aux pièges, tarse, carpe, vraiment, vous allez vous faire avoir au moins une fois. Mais au moins, quand vous êtes fait avoir une fois, vous le retenez, hein. Est-ce que vous avez des questions? Et ça veut dire quoi quand on dit un acétamoïde? Ça veut dire quoi quand on dit que c'est constant et inconstant? Alors attends, et je vais juste remettre le schéma. Attends. Et je te réponds après. Ça me saoule ce truc, hein, vraiment, c'est compliqué là. Bon, alors je vais juste le prendre avec mon téléphone et je vais essayer de te l'illustrer pour que tu comprennes parce que je n'arrive pas à le mettre. En gros, constant, ça veut dire qu'il va être toujours là en fait, finalement. Je vais vous mettre la définition en groupe, ça sera beaucoup plus simple, puisque je ne vais pas arriver à l'expliquer là, mais un médial constant, c'est qu'il est toujours présent. Sur le schéma, on ne voit pas très bien en plus. Attendez, j'essaie de voir, comme ça, au pire, je vous mettrai dans le groupe. Mais après, dans l'index, dans l'auriculaire, c'est inconstant. Après ça, franchement, vous allez le savoir par cœur. C'est pas... Donc, je vous mettrai dans le groupe la définition. Ça te va? Parce que Ok, ça va, je merci. sais que je vais pas réussir à te l'expliquer. Ok, ça va, merci. Ou sinon, tu m'envoies un message en privé. Comme ça, je te l'explique avec un schéma et tout. Ok, ça va, merci. Voilà. Donc, on va passer... Bon, ça va. On va passer au QCM. Trichez pas, ok? Je vous vois derrière, voilà, derrière vos téléphones et vos ordis en train de chercher la réponse sur le groupe. Donc, QCM numéro 1, on a la clavicule. Petit a, 9, donc qui est euh, ici, désigne la surface articulaire acromiale. Vrai ou faux? Répondez-moi au micro, on va faire comme ça, vrai ou faux, si vous y arrivez, bien sûr. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je crois que Faux? c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est sternal. Très bien, c'est ça. 7 désigne le tubercule coronoïde. 7, il est là. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est vraiment un piège. C'est faux, parce que c'est pas coronoïde, c'est conoïde. Les tubercules, vous allez voir, ils vont presque tous ça. Ils se ressemblent tous. Voilà, par exemple, là, vraiment typique, coronoïde et conoïde. Il faut vraiment, ça, limite, c'est du par cœur au final. Mais quand vous allez vous faire avoir, vous allez le retenir en vrai que ça va être conoïde et pas coronoïde. C'est un piège vraiment qui est pas cool. Vous inquiétez pas. C'est cet os présente une courbure médiale convexe en avant. On l'a vu tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Ouais. Cet os a des... Et la fracture de cet os est fréquente, pardon. Vrai. Oui. Parfait. Cet os est uniquement la scapula forme l'ensemble, la ceinture scapulaire. Oui, vrai. Vous savez, quand on vous met uniquement, c'est restrictif. Comme quand on vous Faux. met les deux points. C'est-à-dire que si par exemple il y avait un troisième os, ça aurait été faux. Voilà. Par contre, si on vous met
un sujet à débat. Si par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, pour la main, pour les phalanges. Je vous dis, le deuxième métatarsien est composé d'une phalange proximale et d'une phalange distale. Vous m'auriez dit vrai ou faux? Oh. Ok. En vrai, la plupart des gens le comptent vrai. Moi, je le compte vrai, puisqu'en fait, ça va pas être un piège. Au concours, ça va pas être un piège. Ça. Vraiment, les pièges, ce qui est vraiment restrictif, s'il y a marqué seulement, uniquement, s'il y a aussi les deux points. Sinon, quand on me met et, pour moi, c'est vrai. Parce qu'en soi, c'est une affirmation qui est pas fausse. Vous verrez après, vous ferez votre avis, hein, mais la plupart, on le met vrai. On n'a jamais eu la réponse concrète de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux de le mettre. Mais de toute façon, il y aura plein d'items comme ça, hein, dans toutes les matières. Mais nous, on le met vrai. Voilà, c'est pour vous prévenir, comme ça vous faites pas trop d'erreurs bêtes, si on peut dire. Vous faire avoir, parce que ça, vous allez voir, c'est fatigant à force. Allez, question numéro 2. Le 6 représente le bord médial. Latéral? C'est faux. Ouais, bien. 11 est l'incisure scapulaire. C'est vrai. Ouais. Le C, c'est la face. Attendez, pardon. La face costale de cet os est concave en avant. C'est vrai. Ouais, j'ai eu un doute, mais ouais, c'est ça. Même moi, j'ai eu un doute. D, la face dorso-latérale de cet os est divisée en deux par l'épine scapulaire. Ouais. Vrai. Faux. Et, non, c'est vrai. On l'a vu, Elle il est y pas a dit. un Elle quart. dit. Ah, ah, ok. Je crois que ça voulait dire elle divise par la moitié. Là, c'est parce que c'est précisé face dorso-latérale. Et c'est pas écrit. Parce que de toute façon, c'est pas la moitié parce que c'est un quart supérieur et deux quarts inférieurs. T'as compris pourquoi? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Parfait. Euh, 13, ici, regarde en arrière, en haut et en dehors. Faux. Pourquoi c'est faux? C'est T'as le droit de te tromper, c'est pas c'est grave, pas hein. en avant. Si, c'est ça, très bien. J'aurais bien, si j'y arrive après, à la fin, là, je vous montre l'application. Parce que moi, ça, j'avais du mal à le visualiser au départ. Et j'avais vraiment bien visualisé grâce à l'application. Donc si j'y arrive, je vous le montre, sinon je mettrai un petit mot dans le groupe. Alors là, ça va pas le faire si on veut pas mettre la question 3. C'est bon. 12, ici. Donc c'est quoi ça déjà? Comment ça s'appelle? C'est la tête de l'humérus? Parfait. Le 12, donc la tête de l'humérus, représente les trois quarts d'une sphère de 30 millimètres. C'est C'est faux. faux, c'est le tiers. Très bien, c'est un tiers. 13, alors attendez, parce que c'est plus médial que le 14. 14 qui est là. 13 et 14. Faux. Pourquoi c'est faux? Et du coup, c'est latéral. Ouais, très bien. 22 désigne le capitatum. Faux? Faux, ouais. C'est faux, ouais. Ouais, parce que c'est. Capitalon. Mais c'est pourquoi? Voilà, parfait. Parce que c'est le L. Vraiment, c'est une lettre, hein, qui change, hein. Pour ça que quand vous faites vos QCM, enfin, vous verrez en écurie et tout, faut pas être trop rapide en vrai. Il vaut mieux bien lire pour éviter des erreurs bêtes. 18, qui est ici, s'articule avec l'incisure trochléaire. C'est vrai.
Pourquoi c'est vrai? C'est quoi comme... Ça désigne quoi 18 en fait? C'est ça plutôt ma question. La trochlée? Hmm. C'est la trochlée, voilà. C'est pas grave, c'est la trochlée. Euh, 16, qui est ici, est parcouru par le muscle deltoïde. Vrai. Alors non, c'est faux, mais c'est bien parcouru par un muscle, mais c'est pas le bon. C'est pas le muscle deltoïde, c'est C'est le le muscle. Brachial. cheflon. Ah ouais. Hein? Allez-y. Quelqu'un peut me dire de quel muscle il s'agit? C'est pas grave, hein, si vous savez pas, c'est pas grave, vous allez l'apprendre, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est le cheflon du muscle biceps brachial, muscle très important du bras. Et 14, dernière question. Il s'agit de quel os là? Radius. Très bien. Il faut savoir les reconnaître les os, hein, même si on vous dit pas ce que c'est. Bon, en général, si vous allez les reconnaître rapidement, à force de les voir, vous allez les reconnaître, hein. Mais il faut quand même savoir. Cet os est plus court que l'ulna. Vrai. Vrai. Ok. Et si je vous dis... bon, du coup, on fait le B. Je voulais faire une question en plus, mais du coup, elle y est. Cet os dépasse en dehors et en bas l'ulna. C'est vrai. Vrai. Ouais, c'est vrai. Et si je vous dis l'ulna, est-ce que il est plus grand au niveau de la partie supérieure ou de la partie inférieure par rapport au radius? Supérieur. Très bien, Supérieur. très très bien. 14, qui est ici, s'articule avec tous les os de la première rangée du carpe. Attention, c'est restrictif là, hein. C'est S'il y a faux. écrit tous, c'est faux. Et du coup, c'est quels os qui vont venir s'articuler avec le radius au niveau de la carpe? Scaphoïde et lunatum? Très bien, c'est ça. 13 est oblique en bas et en dehors. Non, c'est faux. C'est faux, il est en dedans. Très bien, c'est ça. C'est parce que c'est en dedans. Là, on le voit bien, là, en plus, sur ce schéma, je crois. Et 7, qui est ici, est le sommet de la courbure pronatrice. Déjà, qu'est-ce que c'est, Seb? Qui est capable de me dire quelle est la partie anatomique qui est désignée en 7 du radius? C'est la tubérosité du radius. Donc, est-ce que la tubérosité du radius, c'est le sommet de la courbure pronatrice? Non? C'est quoi alors? C'est subinatrice. Très bien. Voilà, c'est bon, tout est bon. Ah, ça marche! Alors attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non. Moi, j'ai pas trop compris comment on reconnaît en avant, en dehors, en dedans. Eh bien, regarde, je vais te montrer. Donc, vous me dites si ça partage plus, si vous voyez plus. Vous voyez toujours là? Oui. 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 Parfait. Donc moi, j'utilise ça. Donc, il y a une partie qui est payante. Bon. Donc, les membres supérieurs,
Je marque les os, du coup, ça me suffit. Par exemple, qu'est-ce qui était compliqué? Ah voilà, la surface glénoïdale, par exemple, c'est compliqué à visualiser. Donc là, elle est orientée en avant, la scapula. Vous êtes d'accord? Vous voyez toujours? Parce que du coup, là, je vois plus du tout ce que si vous voyez ou pas, en fait. Oui, on voit. Oui, on Oui. voit. Eh bien, regardez là, quand je la mets vraiment latérale, là, on voit bien que c'est orienté en haut, en avant, et hop, en dedans. Alors là, c'est peut-être pas très instinctif, mais en dedans, en fait, ça fait comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez que quand il y a la tête de l'humérus, en fait, l'acromion, vous voyez qu'il n'est pas vraiment articulé. Il va venir reposer finalement dessus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, quand vous appuyez sur les petits, je sais pas comment on appelle ça, les points jaunes, ben, vous voyez ce que c'est. Ça vous aide à vous repérer. Là, par exemple, les crêtes, on voit bien que c'est une partie qui est finalement qui est plus épaisse de l'os. Là, il y a le pilier, par exemple, ici. C'est plus épais aussi, vous voyez. Est-ce que ça vous a permis, est-ce que vous avez compris la visualisation finalement qu'il faut faire? Oui. Est-ce que vous Oui. avez d'autres questions? Oui. À un moment, tu as parlé de d'épiphyse et Vas-y. de diaphyse. J'ai pas trop compris ce que c'est. Oui. En fait, c'est tout simplement une partie de l'os, des os longs, plus précisément. Mais pas parfait qu'on soit sur le radius. Ici, en fait, là, ce qui est représenté en deux, il me semble qu'il y a écrit, c'est l'épiphyse proximale. Ici, on va avoir la diaphyse, qui est vraiment finalement la partie enfin, c'est le milieu finalement de l'os long. Et ici, ça va être l'épiphyse qui va être distale. Voilà, c'est tout. En fait, c'est vraiment c'est la composition en fait de l'os qui change un peu exactement. Enfin, je peux plus vous dire exactement. Je crois que c'est écrit dans base des connaissances anatomiques ou dans l'appareil locomoteur. Il me semble qu'il y a une petite rubrique avec ça. Ouais, ça va, merci beaucoup. Je vais voir. Mais c'est pas, ne t'inquiète pas, même si, enfin, si tu sais pas la définition exacte, je crois que c'est jamais tombé, hein. Ok, ça va, merci. Enfin, vraiment, on te dit, enfin, c'est vraiment la localisation qu'il faut savoir, quoi. Voilà. S'il y a d'autres questions, je sais pas ce que je pourrais vous montrer de plus. Vous avez tout compris pour tous les os? Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est sur la clavicule. À un Alors, attends, moment, c'est vous pas la avez dit. clavicule. Attends. Tu peux me tutoyer, je t'en supplie, j'ai 20 ans. J'ai l'impression que j'ai 40 ans quand vous me voyez. Pardon, pardon. Non, mais t'es pas le premier à me voyer, mais ça me perturbe, moi. Alors, vas-y. À un moment, vous avez dit qu'elle était lisse et elle est plus lisse. J'ai pas tout compris. Alors, en fait, ça dépend quelle face. La face supérieure, elle est lisse. Parce qu'en fait, la face inférieure, elle va être irrégulière du fait qu'il va y avoir l'insertion du muscle subclavier. Parce qu'en 6, là, comme tu le vois, il y a une gouttière. Du coup, elle est plus lisse. Alors, attends, je vais essayer de te mettre sur anatomie. Attends, hein. Comme ça, j'ai essayé de te montrer. Il semble que ça y est aussi. Euh, regarde, hop, je l'isole. Tu vois, hop, là, c'est lisse. Tu vois, il n'y a rien. Enfin, alors que quand tu... Mince. Quand tu la retournes, finalement, que tu regardes la partie inférieure, tu vois, là, il y a un creux. Vous voyez mon écran? Oui, 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 oui. Ah, Mhm. tu vois ou pas ce que je veux te dire? Moi, je vois. Oui, oui. Bon, parfait, alors, si tu vois. Merci. Vraiment, je vous dis, quand perdez-vous sur ce genre d'application, là en plus cette année vous avez vraiment le temps.
c'est vraiment le moment pour vous perdre. Parce que, en fait, à partir du moment où vous avez tout visualisé, vous allez tout vous rappeler. Moi, peut-être qu'il y a un petit truc que je vais lire instinctivement, je vais me dire, ah oui, c'est vrai. Enfin, ça va revenir instinctivement, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous libérer. Au Est-ce que revoir, quelqu'un a une autre merci. question? Juste, est-ce que tu Plus peux m'envoyer personne? le lien du site? Ouais, mais il faut le télécharger, ça, je vous préviens. Moi, Ah, je sais même plus comment j'avais fait, hein. Si vous voulez, je peux demander ok. à quelqu'un peut-être qui s'en souvient, parce que je sais que j'avais galéré. Et après, moi, j'ai pas un Mac, mais je sais que ça marche sur Mac. Donc, vraiment, normalement, c'est un truc gratuit et tout. Après, il y en a d'autres, hein, si il y en a qui préfèrent d'autres. Mais je vais vous envoyer le lien, vous inquiétez pas. Je vais vous le mettre. Merci. De rien. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez une question ou quoi, vous pouvez m'envoyer en privé, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et puis voilà, hein. Merci, au revoir. Oui. Au Merci, au Merci. revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir.